Bonjour tout le monde, c'est The Barefoot et aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde 2010. Et pourquoi la Coupe du Monde 2010? Car c'est la première Coupe du Monde que j'ai réellement vécue du haut de mes 8 ans. J'étais beaucoup trop petit pour vivre la Coupe du Monde 2006. Donc la Coupe du Monde 2010, c'est la première Coupe du Monde où j'ai vraiment des souvenirs. Et cette Coupe du Monde, elle fait un peu débat en ce moment sur les réseaux sociaux. Comme quoi c'est pour certains la pire Coupe du Monde, qu'elle a été carrée par le son Waka Waka et Shakira et Flag de Wavin, qu'elle était chiante à mourir, tout ça. Alors on va parler un peu de tout ça et d'essayer de comprendre pourquoi cette Coupe du Monde est tant controversée. Et on va commencer tout de suite par un état des lieux. Alors dans cette Coupe du Monde 2010, les plus grandes nations répondent évidemment présent. On a l'Italie qui est championne du monde en titre, emmenée par Gianluigi Buffon. On a l'Allemagne qui est vice-champion d'Europe et vainqueur de l'Euro Espoir. On a bien sûr le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui est cette fois-ci capitaine après avoir étincelé les yeux du monde entier en 2006. On a l'Espagne qui est championne d'Europe, emmenée par Iker Casillas et David Villa qui est sur le point de signer au Barça. Nous retrouvons ensuite l'Argentine de Lionel Messi, Verón, Higuaín, Tevez, Mascherano, Di Maria, du beau monde, entraîné par Diego Maradona. Et le Brésil qui n'est déjà plus le grand Brésil du grand R9, Ronaldinho, Rivaldo, mais qui fait toujours parler dans ce type de compétition. Les Pays-Bas de Schneider, Robben, Van Persie, Kuyt, Van Bommel. Enfin, on a la France qui traverse une période très difficile. On est sous l'époque Domenech, avec beaucoup de tensions dans le vestiaire. Elle vient de se faire éliminer dès les phases de groupe à l'Euro 2008. Alors faisons maintenant un petit compte rendu des phases de groupe. Dans le groupe A, on a le premier match entre l'Afrique du Sud et le Mexique, avec déjà un des buts les plus iconiques de cette compétition, signé Tchabalala, et cette fameuse célébration que vous avez tous déjà vue. Ils se feront égaliser quelques minutes plus tard par les Mexicains. On a la France qui fait un triste 0-0 face à l'Uruguay. Cette France ira même perdre 2-0 face au Mexique, un match complètement pitoyable. Alors pour les jeunes qui n'ont pas vécu cette époque, l'équipe de France à cette époque-là c'était très ghetto. On dit que je me suis battu avec lui dans un avion, des choses comme ça, c'est n'importe quoi. En plus, c'est dangereux. Mais elle s'est qualifiée face à l'Irlande en barrage. Elle était très critiquée par ses supporters. Des enfants dans une cour d'école jouer et qui s'en foutent des supporters, de leur pays, parce que quand même ils portent le maillot de la France. Et ses hommes politiques. Le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité, une fédération française de football aux abois. Et bien sûr, je ne parle même pas de l'épisode Anelka, mais on développera cette période un peu plus dans une autre vidéo. L'Uruguay, quant à elle, prendra la tête du groupe après leur victoire 3-0 face à l'Afrique du Sud et 1-0 contre les Mexicains, emmenés par leur trio d'attaque, Diego Forlán, Luis Suarez et Cavani. Le Mexique, lui, finira deuxième. L'Afrique du Sud finira troisième après une victoire face à la France, qui finira, elle, dernier du groupe. Passons maintenant au groupe B. Le groupe B, c'est le groupe de l'Argentine, qui fait une excellente phase de groupe avec Messi en chef d'orchestre. Même s'ils ne marquent pas, ils finissent en tête du groupe devant la Corée du Sud, la Grèce et le Nigeria. Alors le groupe C, je vais pas vous mentir, c'était pas le plus passionnant. On va juste retenir que les États-Unis finissent devant l'Angleterre de Fabio Capello. Dans ce groupe D, nous avons qui? Nous avons l'Allemagne, qui comme je vous l'ai dit, est sur une très bonne dynamique. Ils viennent avec une nouvelle génération qui viennent de remporter l'Euro Espoir. On retrouve donc Ozil, Khedira, Boateng, Kroos, Neuer, Müller et Mats Hummels qui eux sont très jeunes et déjà prêts à jouer une Coupe du Monde. Mais il y a aussi les jeunes confirmés qui étaient là en 2006 comme Schweinsteiger qui va faire un excellent tournoi, Podolski, Mario Gomez, Philipp Lahm, Mertesacker, puis enfin la légende Miroslav Klose qui est un des 3 joueurs qui dépassent les 30 ans. Donc on a une très jeune équipe d'Allemagne qui joue de façon très décontractée, sans pression et avec beaucoup d'efficacité. Je les trouve moi-même meilleurs qu'en 2014, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. L'Allemagne commencera sur les chapeaux de roue avec une victoire 4-0 face à l'Australie. Ils auront un léger coup de frein face à la Serbie lors de la deuxième journée, mais ne se laisseront pas atteindre car ils finiront en tête du groupe grâce à un chef-d'œuvre de Mesut Özil face au Ghana. Le Ghana qui finira deuxième, emmené par leur attaquant Asamoah Gyan. Ensuite, on a le groupe E. Dans le groupe E, nous avons les Pays-Bas et le Japon qui ont pris le dessus sur le Danemark et le Cameroun. C'est pas la version la plus élégante niveau jeu pratiqué par les Pays-Bas, mais ils sont diablement efficaces et ça va être leur marque de fabrique durant cette compétition. Là, on a la première grosse surprise de cette compétition dans le groupe F. Le Paraguay d'Oscar Cardozo et la Slovaquie de Vitek éliminent les tenants du titre, l'Italie. C'est le début de la descente aux enfers de l'Italie en Coupe du Monde, qui d'ailleurs ne s'en est jamais remis jusqu'ici. Je parle bien en Coupe du Monde. Dans le groupe G, c'était un peu le groupe de la mort. On a le Portugal et le Brésil qui se neutralisent.
Le Portugal fera match nul également contre la Côte d'Ivoire de Drogba et Yaya Touré. Ils doivent absolument gagner face à la Corée du Nord et ils ne vont pas se louper car ils vont leur mettre 7-0. Je me souviens, tout le monde en parlait à la récré à l'époque. Le Brésil de Luis Fabiano et Robinho termineront premiers après avoir battu la Côte d'Ivoire et la Corée du Nord. Voilà pour le groupe G. On finit maintenant par le groupe H. C'est le groupe de l'Espagne qui est championne d'Europe, qui se fait surprendre dès la première journée par la Suisse. Elle devra compter sur un David Villa en feu pour se défaire du Honduras et du Chili. Car on parle beaucoup du tournoi que fait Forlán avec l'Uruguay, qu'on oublie la Coupe du Monde que fait Villa, qui porte littéralement l'Espagne, qui avance difficilement en fait. Le Chili finira deuxième à égalité de points avec l'Espagne. Alors, passons maintenant au tableau final. Suarez élimine à lui tout seul la Corée du Sud. Le Ghana de Boateng et Djal se défait des États-Unis après prolongation et avance donc en quart. L'Allemagne déroule face à l'Angleterre malgré le but refusé injustement à Lampard. Higuaín et la frappe phénoménale de Tevez tuent les espoirs des Mexicains. Les Pays-Bas emmenés par Schneider battent les Slovaques. Le Brésil se défait facilement des Chiliens. Le Paraguay valide leur place pour le prochain tour au bout du suspense face au Japon. Et enfin, l'Espagne remporte son derby face aux Portugais grâce à un but à l'arraché encore une fois de David Villa. On se souvient encore du crachat de Cristiano Ronaldo face à la caméra. En quart, les Pays-Bas créent la surprise en surprenant les Brésiliens grâce à un doublé de Schneider. Encore une fois, les Pays-Bas ne sont pas très élégants dans leur jeu, mais ils restent tout de même très efficaces. On a ensuite le match de la compétition, celui qui fait encore parler aujourd'hui, un des matchs les plus historiques de l'histoire de la compétition. On parle évidemment de Uruguay-Ghana. Ils font match nul dans un premier temps, sous les 90 minutes, après une frappe lointaine de Kwadjo Asamoah qui surprend Muslera et du coup franc pleine lucarne de Diego Forlán. Dans les tout derniers instants, le Ghana est sur le point de valider son ticket pour les demi-finales et ainsi devenir la première équipe africaine à atteindre ce stade-là en Coupe du Monde. Mais Suarez sauve sa nation en arrêtant le ballon de la main. Il prendra bien évidemment un carton rouge. À la 120e minute, Diane a toute une nation, voire même tout un continent derrière lui, mais il envoie le ballon sur la barre transversale. Et ainsi, les deux équipes devront se départager lors de la séance de tir au but. Mais malheureusement, pour les Ghanéens, c'est les Uruguayens qui prennent le large et iront donc en demi-finale face aux Pays-Bas. On passe ensuite à, je pense, le plus gros fait d'armes de ce tournoi. C'est la correction de l'Allemagne face à l'Argentine. J'en ai fait d'ailleurs un short. L'Allemagne qui confirme qu'elle est la meilleure équipe du tournoi, avec le meilleur collectif et la meilleure efficacité. Elle va humilier l'Argentine de Maradona et de Messi. 4-0, je me souviens de ce match comme si c'était hier. On soulignera l'énorme perf de Schweinsteiger, de Müller, de Klose qui font un excellent tournoi et avancent donc logiquement en demi-finale. L'Espagne bat encore une fois très difficilement le Paraguay. Elle ne prend pas de but, mais elle est portée à bout de bras par un David Villa qui est super efficace et très chanceux sur ce but. Après un double poteau, elle affrontera donc l'Allemagne en demi-finale. Et ça, c'est important de le souligner car avec le recul, on parle souvent du Grand Espagne de 2008 à 2012. Mais en 2010, ils peinent à gagner leur match, ils peinent à conclure leurs actions et leur jeu collectif. Ils jouent très bien, mais ce n'est pas le grand rouleau compresseur que l'on peut croire aujourd'hui. La première demi-finale se dispute entre l'Uruguay et les Pays-Bas, un match très prolifique avec des frappes surpuissantes. Les Pays-Bas, encore une fois, diablement efficaces et avec une part de chance qui s'empare des Uruguayens, portés par Diego Forlán, encore une fois, émouvant dans son football. À ce stade, les Néerlandais sont par ailleurs les seuls à avoir remporté tous leurs matchs dans ce tournoi et donc quelque part méritent leur place en finale. De l'autre côté, la seconde demi-finale constitue la même affiche que la finale de l'Euro 2008 et le résultat est le même. 1-0, but de Carles Puyol sur corner. Sur coup de pied arrêté, oui, il faut le préciser, car c'est comme ça qu'il faut faire pour en venir à bout de la meilleure nation du tournoi, celle qui nous en a donné plein les yeux. L'Allemagne peut être fière de son parcours et peut sortir la tête haute après ce match spectaculaire face à l'Uruguay pour la 3e place. Les Espagnols, quant à eux, ont rendez-vous avec l'histoire. En finale, une des deux nations allait devenir championne du monde pour la première fois. Les Pays-Bas affrontent l'Espagne. Aucune des deux équipes n'a encore remporté la Coupe du Monde. D'un côté, Schneider, meilleur buteur avec 5 buts. Arjen Robben, Van Persie, Van Bommel, De Jong. De l'autre côté, l'Espagne, avec Villa, meilleur buteur aussi, 5 buts. Xavi, Iniesta, Fabregas, Xabi Alonso. Mais le match ne ressemble pas à une finale classique. Les Pays-Bas cassent le jeu, les fautes s'enchaînent. Nigel De Jong commet une faute énorme sur le torse de Xabi Alonso
et échappe au rouge. Marc Van Bommel est aussi sur la sellette. Le match devient une véritable bataille. L'Espagne insiste, les Pays-Bas résistent. Puis arrive l'instant qui aurait tout changé. Arjen Robben, servi par Schneider, part seul face au but. Mais Iker Casillas réalise un arrêt légendaire. 0-0, prolongation. La tension est maximale. Les Pays-Bas finissent à 10. Et à la 116e minute, Cesc Fabregas trouve Iniesta, frappe, but. L'Espagne devient championne du monde. Au final, la Coupe du Monde 2010 a été très particulière. C'était celle de l'Afrique, des stades flambant neufs, une ambiance unique portée par le bruit des vuvuzelas, un ballon, le Jaboulani, critiqué par les gardiens, mais à l'origine de frappes inoubliables, souvent en pleine lucarne. C'est aussi des histoires poétiques. Diego Forlán, héros de l'Uruguay, l'Allemagne, jeune et spectaculaire, un Diego Maradona de retour sous les projecteurs, une France en plein chaos et tout un continent derrière le Ghana à un souffle de l'exploit. Mais au bout du chemin, une seule équipe, un seul style, une seule identité. L'Espagne qui impose son jeu et entre dans l'histoire parce qu'en 2010, le football ne s'est pas seulement joué, il s'est ressenti.